Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui est à la fois très simple en apparence et en même temps d'une complexité folle. Jonathan Livingston Le Goéland. Exactement. De Richard Bach, c'est une fable, un conte philosophique, mais qui cache en fait une allégorie hyper puissante sur le dépassement de soi. Tout à fait. L'idée, ça va être de décortiquer un peu le parcours de ce goéland, qui n'est pas comme les autres, pour voir ce que ça nous dit sur le courage bah, de suivre sa passion, quitte à se mettre tout le monde à dos. C'est vraiment la question centrale, oui. Et pour bien commencer, il faut comprendre que Jonathan, ce n'est pas juste un oiseau un peu original. Non, C'est une anomalie complète dans son monde. Pour les autres goélands, la vie c'est simple. Voler pour manger. Point. c'est utilitaire. C'est purement utilitaire. Et lui, il brise ça. Pour Jonathan, le but, c'est de voler. Manger, c'est un détail, presque un inconvénient. Ce qu'il drive, c'est l'amour du vol, la recherche de la perfection. Et c'est ça le moteur de toute l'histoire. Et il y a cette dédicace dès le début. Oui, à ce Jonathan le goéland qui sommeille en chacun de nous, l'auteur nous met direct dans le bain. Cette histoire, en fait, c'est la nôtre. Oui. Et ce qui frappe d'entrée, c'est que sa passion est tout de suite vue comme une transgression. Absolument. Ce n'est pas vu comme quelque chose de beau ou d'admirable, c'est une honte. Il fait pas que voler pour le plaisir, hein, il se lance dans une vraie étude. C'est presque scientifique sa démarche. Oui, l'aérodynamique, il essaye de maîtriser le vol à basse vitesse, ce qui est le déshonneur suprême pour un goéland. Et sa mère est complètement désemparée. Ah oui, elle lui dit cette phrase terrible. Fiston, tu n'as plus que la plume et les os. Voilà. On sent que sa quête personnelle est perçue comme une forme de suicide par son entourage. Exactement. C'est le conflit classique, hein, de l'individu face au collectif. La passion de Jonathan, sa curiosité, c'est vu comme une déviance, et une déviance dangereuse. Pourquoi dangereuse? Parce que ça remet tout en question. Ça remet en question la raison d'être du clan. Si on peut voler pour la beauté du geste, alors à quoi bon se battre pour des bouts de poisson toute la journée? Hmm, Tout leur système s'effondre. d'accord. Et le conflit, il est aussi en lui. Jonathan, il essaye, hein. Il essaye de rentrer dans le rang. Oui, il essaye de se comporter comme les autres. Mais ça n'a aucun sens pour lui. Cela ne rime à rien, dit le texte. Sa quête d'authenticité est juste trop forte. Et cette quête, elle passe par la vitesse. C'est son obsession. Il bat des records, 110, 135 km/h. Mais ce n'est pas facile. Ah non, le livre insiste beaucoup là-dessus. Sur la douleur, les échecs, les chutes qui sont d'une violence. Il s'écrase contre l'eau, qui est décrite comme de la pierre. C'est un processus très solitaire et très dur. Carrément. Il y a même ce moment où il est sur le point de tout lâcher. Il se dit qu'il n'est qu'un pauvre goéland borné. Et il décide de retourner à la vie normale. Et ce moment de renoncement, c'est le plus important en fait. C'est un tournant. Ah oui. Bah oui, c'est pile au moment où il accepte d'être médiocre et qu'il rentre vers le clan qu'il a sa plus grande révélation. Pour rentrer, il vole de nuit. Ce qu'un goéland ne fait jamais. Jamais. Et c'est dans cette transgression, née du désespoir, qu'il trouve la solution. Les ailes courtes de faucon. Il comprend qu'il doit transformer sa propre forme pour atteindre son but. Les solutions viennent d'une rupture radicale avec les règles. Exactement. Et là, il atteint 200 km/h et il a cette épiphanie, cette joie pure. La vitesse était beauté pure. L'échec a été le tremplin de sa découverte. Du coup, il a réussi, il a trouvé le secret, il revient vers son clan, pas pour se vanter, mais pour partager ce cadeau. Il est plein d'espoir. Il vole à 380 km/h, il fait des acrobaties de folie, on s'attend à ce qu'il soit acclamé, qu'on le voit comme un héros. Et c'est tout l'inverse qui se produit. La douche froide, comme on disait. Au lieu de la gloire, il est traîné devant le Grand Conseil. Et l'accusation est incroyable. Absence de sens des responsabilités. On ne lui reproche pas d'avoir échoué, on lui reproche d'avoir réussi à faire quelque chose qui ne rentre pas dans leur case. Son plaidoyer est poignant. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert. Mais ils ne veulent même pas voir, ils le bannissent. C'est la tragédie de l'innovateur. Il est tellement en avance qu'il est perçu comme une menace. Le groupe préfère son ordre médiocre, mais connu, à la liberté que Jonathan propose. Et ce qui est fou, c'est que ce bannissement, qui devrait être une punition terrible, C'est sa plus grande libération. voilà, loin du clan, il est enfin lui-même. Il apprend à survivre différemment, à pêcher en haute mer, à dormir en volant. Il est totalement libre. Il a cette autre révélation. L'ennui, la peur et la colère sont les raisons pour lesquelles la vie des goélands est si brève. En se libérant de ça, il vit plus longtemps. Et mieux. C'est un paradoxe magnifique. La société le rejette et sans le vouloir, elle le libère de la seule chose qui le freinait encore, leur jugement. C'est dans cette solitude qu'il atteint son plein potentiel. Et c'est là que les deux goélands étoiles apparaissent. Exactement.
C'est sa maîtrise qui les attire. Alors qu'est-ce que c'est, ces goélands étoiles? Des anges? Des extraterrestres? C'est un peu flou, mais on peut les voir comme des guides, des êtres qui ont déjà fait ce chemin. Ils ne viennent pas le sauver, ils viennent le chercher. Ils lui disent une phrase clé, son apprentissage élémentaire est terminé. Ils passent au niveau supérieur, en gros? C'est ça. Ils sont la porte vers la suite. Et cette suite, c'est une sorte de paradis. Mais encore une fois, ce n'est pas un paradis avec des nuages et des harpes. Non, pas du tout. C'est un autre plan d'existence, une autre dimension où tous les goélands partagent sa passion. Son corps change. Il est plus performant, il atteint les 400 km/h, mais, et je trouve ce détail génial, il est un peu déçu. Oui, parce qu'il y a toujours une limite. Même au paradis, il n'est pas encore parfait. C'est une autre salle de classe, en fait. C'est exactement ça. Un de ses nouveaux amis, Sullivan, lui explique que la plupart des êtres mettent des milliers de vies avant même de se poser la question de l'existence. Jonathan, lui, a tout brûlé en une seule vie. C'est un prodige. Et il rencontre l'ancien, Chiang. Et là, le livre bascule complètement. Oui, on quitte l'aérodynamique pour la métaphysique pure et dure. C'est ça. Chiang lui dit cette phrase: le paradis n'est pas un espace. Le paradis, c'est simplement d'être soi-même parfait. Voilà. Et il lui démontre que la vitesse ultime, ce n'est pas un chiffre, c'est l'omniprésence. Il disparaît et réapparaît. Il se téléporte. Comment est-ce que le livre arrive à nous faire avaler ça? Par la métaphore, Chiang lui explique que le vol physique n'était qu'un entraînement, un exercice pour comprendre un principe plus profond. Lequel? Le secret, c'est de comprendre que sa nature véritable n'est pas son corps, ce tas de plumes et d'os. C'est une idée de liberté parfaite, sans limite. Le corps n'est qu'une manifestation de la pensée. Exactement. En entraînant son corps à voler plus vite, il a entraîné son esprit à se libérer de ses propres limites. La téléportation, c'est la suite logique. Et Jonathan finit par y arriver. Oui, quand il se tue, enfin, je suis un goéland parfait et sans limite, il se téléporte. Le vol physique a rempli son rôle. Il est devenu une métaphore. C'est l'apothéose. L'histoire pourrait s'arrêter là? On pourrait le croire. Mais non. Avant de partir, Chiang lui donne un dernier conseil. Continue à étudier l'amour. Et ça le pousse à faire un truc complètement inattendu. Il décide de retourner sur Terre. Et c'est peut-être l'idée la plus forte du livre. Pourquoi? Pourquoi quitter cette perfection pour retourner dans le monde qui l'a rejeté? Parce que la perfection individuelle n'est pas une fin en soi. L'étape d'après, l'étape ultime, c'est la transmission. Il pense aux autres. Il se souvient du goéland qu'il était seul et désespéré, et il se dit qu'il doit y en avoir d'autres. L'amour, ici, c'est un acte de service. C'est aider les autres à voir leur propre potentiel. Il passe d'élève à maître. Il devient un enseignant. Ou même un apôtre, si on veut. Le but de son individualisme forcené, au final, c'est le service aux autres. C'est un retournement magnifique. Et son retour est incroyable. Il trouve son premier disciple, Fletcher, un jeune banni plein de colère. Et il commence à l'instruire, et d'autres les rejoignent. Et il ne leur apprend pas que la technique, il leur apprend la philosophie. Brisez les chaînes de vos pensées et vous briserez aussi les chaînes qui retiennent votre corps prisonnier. C'est devenu une véritable école de la liberté. Et le moment où il retourne voir le clan est une scène d'anthologie, Ah oui, quand ils arrivent en formation parfaite. à une vitesse folle. C'est un choc. L'ancien ordonne de les ignorer, de leur tourner le dos. Mais c'est impossible. On ne peut pas ignorer ça, la curiosité est trop forte. Et un premier goéland du clan, Terence Lowell, craque. Il brise l'interdit et s'envole vers eux. C'est la première fissure dans le mur. Et là, on a deux événements presque mystiques. D'abord, Kirk Maynard, le goéland à l'aile paralysée, qui se remet à voler. Sur un simple mot de Jonathan, tu es libre. Et puis, l'accident. Fletcher qui se tue en percutant une falaise. C'est le point de bascule. Et Jonathan ne cherche pas à le réanimer au sens classique, il parle à son esprit, il lui explique qu'il a le choix. Que le corps n'est qu'une illusion. Exactement. Et quand Fletcher choisit de revenir et que son corps se ranime, c'est la panique totale dans la foule. Ils ne comprennent pas. Ils voient soit un miracle, soit de la sorcellerie. C'est ça, il crie démon ou fils du grand goéland. Le fameux prix du malentendu. Ils voulaient être un prof, ils en font un dieu. C'est le drame de beaucoup de visionnaires. Leur message de responsabilisation est transformé en culte de la personnalité. C'est plus facile d'adorer quelqu'un que de faire le travail soi-même. Il comprend que sa mission là-bas est finie. Oui, s'il reste, il devient une idole, ce qui est l'exact contraire de son enseignement sur la liberté. Ce qui nous amène à cette très belle scène finale. Il passe le flambeau à Fletcher. Il lui explique une dernière fois ce qu'est l'amour, voir la perfection dans l'autre et l'aider à la voir. Puis il lui dit de ne plus croire ses yeux, qui ne montrent que les limites. Et il disparaît. Il s'efface.
Et Fletcher se retrouve seul, avec les nouveaux élèves qui attendent leur première leçon. Le cycle continue. Donc, si on synthétise un peu tout ça, On a une progression très claire. D'abord, la maîtrise de soi, la quête de la perfection individuelle, même si ça veut dire être rejeté. ensuite, la compréhension que cette perfection est avant tout métaphysique, une libération de l'esprit. Et enfin, l'aboutissement. Le but de cette libération, ce n'est pas de rester seul au sommet, mais de redescendre pour enseigner, pour partager. La véritable expertise n'a de sens que dans la transmission. L'apogée de l'individualisme, c'est le service. J'aime bien cette idée. C'est un beau paradoxe. Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour la réflexion. La dernière phrase du livre, c'est Fletcher qui comprend qu'il n'y a pas de limite. Oui, Si on prend cette idée au sérieux, ne serait-ce qu'un instant, si on admet que les seules vraies barrières sont celles qu'on se met dans la tête, alors la question qu'on peut se poser est assez vertigineuse. Quelle est la première chaîne mentale, la première règle de goéland qu'on pourrait choisir de briser dans notre propre